Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Layan. Salut Layan. Salut Raphaël, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de activité physique, on va parler d'affect et tu vas pouvoir nous expliquer justement qu'est-ce que ça veut dire parce que moi, quand j'avais entendu ça la première fois que tu m'en as parlé, j'étais pas forcément très inspiré. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu pourrais te présenter d'abord avant qu'on démarre? Laëne Fessler, moi je fais une licence, un master en STAPS à Grenoble, dans un parcours qui s'appelle activité physique adaptée et santé. Donc globalement, c'est faire pratiquer de l'activité physique à des personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc ça peut être de la personne qui a des maladies chroniques, personnes qui ont des troubles, des troubles autistiques ou alors de la réinsertion sociale, par exemple dans les prisons. Ou Ouais, alors juste la personne qui a envie de faire un peu de l'activité physique juste pour sa santé. Donc ok. c'est vraiment de l'activité physique à des fins de santé. Et, euh, et que enfin, j'avais bien aimé justement cette approche. C'était vraiment une approche qui me correspondait. Euh, à la fin de mon master, je me suis dit que j'allais tenter l'aventure recherche. Je n'étais pas du tout parti là-dedans à la base, Ok. mais je trouvais que en tant que professionnel, j'avais pu faire certains stages, j'avais bossé un peu dans des centres de réadaptation. Je trouvais que on savait un peu quel exercice proposer aux patients, aux adhérents, aux associations. Mais la grosse problématique à chaque fois, c'était comment faire pour qu'ils puissent adhérer au programme Ouais. sur le court, moyen et long terme. Et du coup, je suis parti dans un doctorat plutôt psycho de la santé, psycho de l'activité physique, Ok. toujours en STAPS, mais vraiment avec cette valence psycho. Et, euh, et moi, justement, je me suis intéressé vraiment à comment les affects, on va définir un petit peu ces termes tout à l'heure, mais comment les affects, comment les expériences affectives que tu peux vivre pendant une pratique d'activité physique, comment ça peut influencer la manière dont tu répètes cette expérience sur le long terme, Ouais. et comment on peut venir intervenir pour, en tant que professionnel, que ce soit dans des hôpitaux ou même dans des associations, en fait, maximiser les chances de passer un bon moment en fait quand tu fais de l'activité physique Hmm. pour derrière que ça puisse rester sur le long terme. Ouais. Donc j'ai fait 3 ans de thèse et j'ai fini là. En fait, j'ai soutenu ma thèse il y a un mois, quasiment jour pour jour, le 17 décembre, où j'ai pu obtenir justement le titre de docteur en STAPS. Ouais, Et félicitations pour ça d'ailleurs. merci, merci. Et voilà. Du coup, là pour l'instant, j'en suis là. Et puis, j'attaque un postdoc à Lille à partir de début février. Ok. Ouais, donc ça enchaîne bien. Et d'ailleurs, petite question avant de te poser vraiment dans le sujet, mais t'as fait un doctorat, donc tu t'orientes un peu plus dans la psycho. Et du coup, si j'ai bien compris, Ouais. t'avais pas forcément de licence en psycho. Et parce que tu vois, moi, en fait, je pose ça aussi pour mon propre intérêt, dans le sens où je suis intéressé un peu par les domaines de la psycho, notamment avec la nutrition. Et c'est possible de faire un doctorat, même si t'as pas de licence psycho, ou tu lis un peu cette thématique, justement? Parce que ça, je savais pas, en Ouais. fait. Alors, en fait, c'est l'avantage des STAPS, hein. STAPS, c'est vraiment pluridisciplinaire. Ouais, STAPS, c'est vraiment sciences techniques des activités physiques et sportives. En STAPS, justement, c'est ce qui peut un petit peu freiner les étudiants et étudiantes qui arrivent à la licence STAPS, c'est que tu as, t'as du sport, t'as du sport, de la pratique, ouais, de la théorie, t'as de la physio, tu as de la bioméca, mais tu as aussi de la socio, tu as de l'histoire, tu as de la psycho, tu as de la neuro. Donc, en fait, théoriquement, tu peux faire un doctorat en STAPS sur toutes ces matières. ok, Sauf que derrière, tu vas relier à l'activité physique ou à la pratique sportive ou au mouvement. hmm, Donc derrière, par contre, j'ai pas un doctorat en psycho, j'ai vraiment un doctorat en STAPS. Par contre, ouais, et c'est ce que je suis en train de faire là actuellement, je peux demander une qualification pour être maître de conférence en STAPS, mais aussi en psycho, et aussi au vu de ma population d'études dans mon doctorat, qui était principalement les personnes atteintes de maladies chroniques, hmm, dans un domaine de réhabilitation, réadaptation, ok, donc plutôt clinique. Donc ça, c'est juste, ça va te donner une qualification.
Mais si par exemple, toi, tu es en nutrition et que la psycho, par exemple, t'intéresse, tu peux très bien appliquer des modèles théoriques psycho Ouais, au comportement lié à la nutrition. ok, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Et du coup, maintenant, on va bien parler d'affect. Et la première question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu définirais l'affect émotionnel, du coup, toi, dans le contexte de l'activité physique, ce que tu as fait, et aussi nous parler un petit peu, parce que, enfin, là, j'ai dit le mot émotionnel, mais la différence entre émotion, humeur et affect. Ouais. Je vais essayer de faire des réponses pas trop larges parce que c'est des questions où, tu vois, là, par exemple, pour te dire sur la définition de l'émotion, Ouais, il y en a 90 qui ont été proposées depuis les années 80 et même avant. ok. Et il y a un consensus, mais qui est un peu timide, mais quand même, on arrive à trouver quelque chose. Donc, c'est l'idée, c'est vraiment de démêler un petit peu ces différences. Et effectivement, Hmm, il y en a entre affect. Et en fait, affect, le terme affect, c'est un peu le terme générique qui englobe les émotions, l'humeur et ce qu'on appelle aussi l'affect fondamental ou l'affect de base ou core affect en anglais. ok. Donc l'affect, c'est un petit peu ce terme générique. Et dans l'affect, tu vas avoir les émotions. Donc les émotions, c'est vraiment des états euh, plutôt intenses, Mhm, assez courts, euh, envers, euh, euh, envers un objet ou quelque chose, une situation. Donc en fait, il y a un stimulus qui va un peu déclencher quelque chose en toi. ouais. Ça va provoquer un peu une cascade de réactions physiologiques, motrices. Tu vas avoir ton visage qui va prendre une certaine forme. Mais aussi ce qu'on va appeler des tendances à l'action. Donc, tu vas avoir envie d'approcher ou d'éviter ce stimulus. Ok. Euh, et tout ça, ça crée la réponse émotionnelle et c'est assez court, c'est assez bref, mais c'est assez intense. Souvent, c'est plutôt plaisant ou déplaisant. Ouais. Par exemple, ce qu'on appelle un sentiment, c'est juste le fait de donner un nom à cette réaction. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse? Donc l'émotion, c'est ça. C'est assez complexe. L'humeur, c'est plus ou moins pareil, mais beaucoup plus diffus et donc moins intense et Mhm, sur une période beaucoup plus longue. L'humeur, ça peut être sur la journée ou même sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Tu as des épisodes dépressifs, ouais. par exemple, qui vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, on est vraiment sur l'humeur. Ok. C'est moins intense et c'est plus long, c'est plus diffus. Euh, les affects de base, le corps affect, c'est ce qu'on va beaucoup utiliser dans les sciences de l'activité physique et de l'exercice. En fonction des théories, généralement, en fait, c'est un peu une sursimplification du processus émotionnel. Où, au lieu de parler de réaction physiologique, de tendance à l'action, de motivation, on va juste parler de plaisir-déplaisir. Donc, en gros, est-ce que l'évaluation de cet événement ou alors ton état affectif maintenant, est-ce que, il est plutôt plaisant ou déplaisant? Donc, ça, Ouais. c'est la dimension de valence et la dimension d'activation. En gros, est-ce que maintenant, tu te sens plutôt activé, donc tu as un peu envie de sauter partout, tu sens que tu as de l'énergie à revendre, ou alors un état d'activation plutôt faible, tu te sens plutôt calme, fatigué. Et du coup, tu vas vraiment avoir ces deux dimensions, la balance d'un côté, l'activation de l'autre, et c'est souvent ce qu'on utilise beaucoup dans les sciences de l'exercice. Tu vois, pour te donner Ouais. un exemple, par exemple, la colère, ça va être une valence plutôt négative, c'est plutôt déplaisant. Mhm, Par contre, ça va être une activation plutôt élevée. Tu vois, tu as envie de crier, tu as envie d'envoyer une baffe à quelqu'un. Là, on est sur ces deux dimensions. ouais. Par contre, la tristesse, par exemple, ça va être une valence plutôt négative, mais une activation plutôt faible. La joie, ça va être une balance plutôt positive, mais une activation plutôt élevée. Donc, généralement, c'est surtout cette variable qu'on va utiliser dans les sciences de l'exercice parce que c'est aussi la plus facile à évaluer. Hmm. Non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, enfin là en exemple, ça me faisait penser, parce que tu as répondu à ma question sans même que je la pose, que je me disais, il y a sûrement pas, tu sais, en mode, c'est pas parce que c'est positif que c'est forcément élevé, c'est pas parce que c'est négatif c'est forcément bas. Et je pensais
notamment au sport de la boxe, où en fait, des fois tu peux être énervé et du coup, en fait, ça te donne de la force durant le combat, tu vois. Genre, et pourtant, c'est négatif techniquement, mais ça te donne une, euh, une élévation, on pourrait dire, de l'énergie. Ouais, ouais, Donc, carrément. Et après, tu vois, dans le domaine surtout sportif, ouais, on va aussi mobiliser les humeurs. ok, Je ne sais pas si tu as, si tu déjà entendu parler du POMS. C'est une échelle, c'est Profile of Mood States. En gros, ça te donne l'état d'humeur souvent c'est pour les athlètes, ok, de l'athlète par exemple avant un entraînement ou avant une compétition. Il y a une configuration plus ou moins optimale, donc avec des états d'humeur euh, plutôt négatifs qui doivent être plutôt bas. ouais, Tu vois, par exemple, la tristesse qui doit être plutôt bas, la fatigue, et d'autres états comme la vigueur qui doit être plutôt élevée. hmm, Et souvent, tu as des entraîneurs qui vont utiliser cette échelle-là pour voir un petit peu si ces athlètes, avant une compétition, ils vont être dans un bon mood. En fait, c'est un ouais, petit peu ok. ça, une bonne configuration. Non, ok, c'est intéressant. Non, je connaissais pas comme échelle. J'avais pas entendu. Enfin, je connaissais le principe, tu sais, de chercher à ce que l'athlète il soit dans des bonnes conditions mentales, notamment. Mais je savais pas qu'il y avait vraiment des échelles spécifiques faites pour. Donc c'est POMS, que ça s'écrit. Ouais, POMS, c'est là Profile of Mood State. Ok, Euh, ouais, c'est assez commun, hein, c'est assez facile à utiliser et tu vas pas forcément comparer deux athlètes entre eux, mais ouais, tu vas plutôt comparer l'évolution d'un athlète ouais, ok, sur cette échelle. ok. Non, c'est intéressant. Et du coup, là, on a parlé un petit peu de sport à l'instant, mais toi, t'as plutôt fait, enfin, activité physique, ce que je trouve c'est intéressant quand même de comparer les deux, tu vois. Je pense même d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont tendance à mettre le sport avec l'activité physique, enfin bref, à pas faire la comparaison. Mais comment est-ce que, d'après toi et d'après aussi ce que tu as trouvé, notamment durant ta thèse, comment est-ce que l'activité physique, elle peut influencer les émotions? Et inversement aussi, comment l'état émotionnel peut-il affecter notamment les performances, si on parle surtout du sport, et aussi notre motivation à bouger? Donc là, on peut aussi parler de l'activité physique. Ouais. Du coup, peut-être juste faire une rapide distinction entre activité physique, exercice physique et Ouais, sport, ouais, ça peut être intéressant. si ça te va. Juste comme ça, on se met d'accord sur les termes. Ouais, L'activité physique, de manière assez simple, c'est tout mouvement. Du moment qu'on bouge, en fait, du moment qu'on bouge et qu'on produit une dépense énergétique. Alors, ça, c'est un peu donc, c'est toute activation des muscles squelettiques qui produit une dépense énergétique. Ça, c'est un peu la définition historique. Maintenant, tu as d'autres définitions qui vont proposer un cadre plus holistique, c'est-à-dire que c'est pas juste, ça induit pas juste une dépense énergétique, mais justement, ça induit certaines réponses émotionnelles, certaines interactions sociales, ouais, voilà. Mais globalement, c'est juste le fait de bouger. ok, L'exercice physique, c'est le fait d'avoir une activité physique planifiée dans le but, par exemple, d'améliorer une fonction, une performance. Donc, par exemple, le fait de prévoir d'aller faire, je sais pas, une heure de marche à midi, ouais, on est plus sur l'exercice que de l'activité physique parce on l'a prévu ok, et il y a un objectif derrière. Le fait, par contre, de juste marcher pour aller faire ses courses, on est sur de l'activité physique. ouais, C'est pas forcément, c'est plus un moyen qu'un objectif. Et ok, le sport, généralement, dans le sport, tu as une notion d'exercice physique, mais souvent affilié à, par exemple, une fédération ou un club avec une pratique de compétition. hmm, Donc, moi, dans ma thèse, j'ai principalement ciblé sur activité physique quotidienne et exercice ouais, physique. Pas trop sur l'aspect sportif, mais ça peut s'appliquer aussi. Et du coup, justement, sur ce lien entre activité physique, émotion, euh, c'est un lien qui est assez bidirectionnel. ok, Voilà, l'activité physique peut avoir justement des effets positifs sur les émotions,
Les symptômes anxieux, il y a pas mal Mhm. d'études donc qu'on pourra proposer justement en description les Ouais, sources, mais l'étude de McDowell de 2019, Stubbs et collaborateurs de 2017, qui montrent une relation quand même entre voilà, faire de l'activité physique et des symptômes anxieux. Donc en gros, les personnes qui font de l'activité physique ont plus de chances d'avoir des épisodes anxieux, des symptômes anxieux plutôt faibles. Donc il y a quand même une amélioration de la santé mentale, ouais. de la santé émotionnelle. Il y a voilà, un meilleur état affectif après l'activité physique, sachant que quel type d'activité physique induit les meilleurs résultats, c'est un peu difficile. Je dirais que historiquement, c'est principalement en fait les activités de type aérobie, cardio qui ont Hmm. été évaluées. Du coup, on aurait tendance à dire que c'est plutôt ces activités-là, mais je pense que c'est principalement dû à un manque de recherche sur le type, sur les autres types d'activités physiques, par Ouais. exemple, je sais pas, de la muscu ou autre. Mais en général, on va avoir un petit peu cette idée, euh, cette idée aussi de, de libération d'endorphines après de l'activité physique, par exemple, ou alors ce qu'on appelle le runner high. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de... C'est le fait d'être ultra good mood après avoir couru, non? Ouais, Ah, ok. Ouais. ouais, c'est ça. En gros, il y a eu un peu vraiment un courant où on disait, bah, voilà, l'activité physique, ça fait du bien. Mhm. Toutes les personnes qui s'engager dans de l'activité physique, vous allez voir, surtout dans des activités aérobies, Ouais. euh, un minute de course à pied, en gros, et derrière, vous serez super bien. Parce qu'il y a des endorphines qui vont se sécréter pendant et après l'activité physique. Euh, J'émettrai un bémol quand même sur cette hypothèse et sur ce narratif parce que il y a de plus en plus, on pourra en revenir après, on Mhm. pourra en revenir plus tard, mais il y a de plus en plus de données qui suggèrent que il y a quand même pas mal de variabilité entre les individus Ok. sur justement ce feeling good effect de l'activité physique. Ouais. Mais quand même, il y a quelque chose. Il y a quand même une amélioration de l'état affectif. Euh, et derrière, tu as quand même des études qui ont montré que bah, quand tu es dans un meilleur état affectif, quand tu te sens plutôt bien, tu vas avoir plus de facilité à t'engager dans des activités physiques. Donc ça, c'est un petit peu le fait de se sentir bien. Par exemple, je sais pas, j'avais prévu de faire ma séance de course à pied et Ouais. dehors il fait beau. En plus de ça, j'ai passé une bonne journée. Je me sens un peu bien, j'ai bien dormi, je suis dans un bon état affectif. Mhm. Bah, je vais plus facilement prendre mes baskets, aller courir que si dehors il pleut. Et en plus de ça, j'ai passé une journée de merde. Ouais. Ouais. Donc il y Ouais. a vraiment un petit peu cet état affectif en plus de l'environnement qui va jouer sur ta prise de décision. Et ensuite, bah, à quel point, de manière générale, j'associe l'activité physique à quelque chose de plaisant en fait. Si je m'attends à vivre un moment plaisant en faisant ma séance, bah forcément, je vais avoir plus de chances d'aller la faire que si je m'attends à vraiment passer un moment vraiment déplaisant. Ouais, ça me fait penser aux gens qui, notamment au collège, au lycée, etc., qui aiment pas le PS, tu vois. Enfin, Ouais, clairement, ils ouais, et passent par moments. c'est d'autant plus grave parce que tu as quand même des études qui montrent que ce que tu vis pendant les cours de PS, ça se répercute sur ta pratique d'activité physique quand tu es adulte. Donc en gros, le PS, c'est vraiment hyper important pour que les enfants, les ados, ils aiment cette activité Ouais, physique, ouais, ouais. qu'ils apprennent à l'aimer, en fait, et que derrière, ils puissent continuer à l'âge adulte. Parce que il y a justement ces bienfaits, bah, ce côté plaisir. En tout cas, les personnes qui sont généralement sportives vont s'engager dans des activités physiques parce qu'elles aiment ça. Mais il y a quand même aussi un enjeu de santé publique. C'est quand même si je dis pas de bêtises, 43, 40, je veux juste reprendre les chiffres parce que je veux pas dire de bêtises, mais les chiffres sont quand même assez parlants. Tu parles au niveau de Euh, l'obésité? non, au niveau du manque d'activité physique, Ah, ok. le manque d'activité physique, alors je veux pas dire de bêtises en termes de chiffres, Ouais. mais l'inactivité physique, c'est la quatrième cause de mortalité dans le monde. Ok.
Ça, je Ça suis assez sûr m'étonne, de moi sur ce chiffre-là. ça m'étonne Mais pas vraiment en effectivement, vrai. il y a vraiment un enjeu de santé publique en fait en faisant bouger les gens. Hmm. Donc, ce qui se passe à pendant les cours d'EPS, ça a des répercussions sur la manière dont les gens vont bouger plus tard. Ouais, c'est Et clair. donc, ça a une répercussion sur la santé des personnes. En France, ça a une répercussion sur le trou de la Sécu. Enfin voilà, Ouais, il y non a mais, il y a quand même pas mal de choses qui font effet boule de neige, quoi. ouais, c'est clair. Non mais, et puis ouais, ça, bah après c'est pour les cours de PS que tu me dises qu'il y a vraiment des preuves et tout, ça m'étonne pas. Parce que, enfin moi j'ai déjà parlé avec des adultes que je me rappelle et tu sais, ils disaient ah oui, moi j'aimais pas le PS, mais de toute façon, je suis pas sportif, tu vois, ou des trucs comme ça. Et ça fait tout de suite le lien en mode du coup, c'est normal que je bouge pas, tu vois. Donc Ouais. ouais, ouais, tu vois tout de suite le lien, clairement. Et je voulais juste revenir sur la définition de sport, ça c'est vraiment par curiosité. Parce que moi j'avais déjà un de mes profs il y a 2 3 ans qui avait dit la définition. Il avait parlé de notion de règles. Je sais pas si ça te parle. En mode qu'un sport, toi t'as parlé de la notion de fédération, de compétition, ce qui est très lié. Mais parce qu'en fait lui il adorait dire, vu que c'était un peu la trend et c'était vraiment le gars, tu sais, cliché qui fait que de l'aérobie et pas du tout d'anaérobie, il disait non mais de toute façon les gens qui disent qu'ils font de la muscu c'est pas un sport, tu vois. Et ça avait créé grave le débat. Donc je sais pas ce que t'en Ouais. penses de ça, c'est intéressant. Ouais, bah, déjà, à ma connaissance, il n'y a pas une définition consensuelle de qu'est-ce que c'est le sport. Ouais, ok. Il y a quand même une structure hein, qu'on arrive à retrouver, mais en fonction des définitions, tu vas avoir plus ou moins d'infos. Donc, tu as effectivement, de toute façon, du moment où tu es affilié à une fédération, il Ouais, y a une notion de règle, il y a une notion de règlement. Donc, j'aurais tendance à être d'accord avec lui. ouais, Je vais modérer mes propos, mais j'aurais tendance à être d'accord avec lui, où la musculation, c'est pas un sport, au même titre que d'aller courir, c'est pas un sport, si t'es pas affilié à une fédération. ouais, Tu es actif, tu fais de l'exercice. Même si tu t'entraînes pour améliorer des performances, mais d'un point de vue strictement sémantique, hein, si tu ne t'inscris à aucune fédération ou que tu fais pas de compétition, t'es pas sportif ou sportive. ouais, Après, la définition de sportif sportive et la représentation peut évoluer. On peut se sentir sportif et pas faire des compètes totalement. Mais par contre, quelqu'un par exemple qui fait du bodybuilding et qui est affilié à une fédération et qui fait des compètes, bah, c'est carrément un sportif ou une sportive, quoi. ouais, ouais, non mais voilà. Non mais je trouve ça intéressant. Mais oui, oui, je connais très bien ce genre d'argument parce que justement, j'ai fait de la muscu plutôt typé body pendant des années et généralement, les personnes qui font des sports en fédération ou surtout des personnes qui font des sports aérobie ont souvent ce discours-là. Donc, Ouais, ouais. mais je pense que ça a changé un peu ces dernières années quand même. Ouais, je pense. Après, tu sais, il y a. Enfin, après, ce prof-là, c'était assez fermé d'esprit, tu sais, un peu hiérarchie, en mode je suis le prof. Enfin, c'était assez compliqué. Mais ça, c'est un autre Ouais. sujet, c'est lié à la personne, tu vois. Mais bon. Et pour revenir un peu au sujet, j'avais envie de te demander globalement, parce que enfin, tu as quand même passé énormément de temps sur ce sujet-là. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de quels sont les principaux résultats de tes recherches autour de ce sujet-là? Et est-ce que tu as découvert des choses qui t'ont surpris ou même des idées qui paraissent contre-intuitives? Enfin, est-ce que tu as des points vraiment qui te semblent importants d'apporter, pardon. Ouais, alors, bon, pour l'instant, tu vois, c'est un peu difficile de répondre sur la première partie de la question, dans le sens où, en fait, 3 ans de doctorat, ça paraît long, mais d'un point de vue vraiment apport des connaissances scientifiques, c'est pas tant que ça. Ouais, Donc, en gros, dans mon doctorat, j'ai plus ouvert des questions que j'en ai répondu, mais quand même, il y a eu des résultats assez intéressants. ok, Euh, donc, moi, dans mon doctorat, je me suis principalement, quasi exclusivement, en fait, intéressé aux personnes atteintes de maladies chroniques. ouais, Euh, et du coup, l'idée, c'est de regarder justement comment est-ce qu'on pouvait, quel était le rôle de ces mécanismes affectifs sur leur pratique d'activité physique. Donc, on a trouvé des résultats, mais ça qui corrobore assez bien la littérature actuelle. En gros, quand tu évalues l'activité physique comme étant un comportement plaisant, bah, tu as plus de chances de t'engager dans ce type d'activité physique. ouais, Euh,
Et donc ça a l'air d'être aussi le cas pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Là, en l'occurrence, c'était des patients qui sortaient d'un programme de réadaptation cardiovasculaire ambulatoire Ok. aux hôpitaux universitaires de Genève. Mais ensuite, nous, on a pas mal bossé avec des assos en activité physique adaptée à Grenoble et Mhm. on a recruté une centaine d'adhérents pour voir un petit peu le lien qu'on pouvait faire entre ce qu'une personne ressent en fait pendant sa séance d'activité physique et la quantité de mouvements en minutes par jour qu'elle va réaliser la semaine qui suit. Ok. Donc, l'idée, c'était un petit peu de voir cette relation. De manière, enfin, nos hypothèses, ce qui est proposé dans la littérature, Ouais. si tu as des états affectifs plutôt positifs pendant ta séance, alors tu vas t'engager dans plus d'activités physiques, mais tout type d'activités physiques confondues. C'est ce qu'on appelle un effet de débordement. En gros, ce que je ressens dans un contexte très spécifique, sur un comportement d'activité physique, ça va déborder sur l'activité physique en général dans mon quotidien. Donc, contexte spécifique, une séance d'exercice. Activité physique dans mon quotidien, ça peut être faire une séance d'exercice, mais aussi juste me déplacer pour aller d'un point A à un point B ou aller faire mes courses ou faire mon jardinage. Hmm. Euh, donc généralement, on voit dans la littérature que le fait de ressentir plutôt du plaisir pendant que tu fais de l'activité physique, Ouais. ça, ça augmente tes chances d'être plus actif la semaine qui suit. Ok. Donc, on a pu voir ça. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était principalement, et d'un point de vue statistique, c'était même uniquement le plaisir que tu ressens à la fin de la séance qui était associé à l'activité physique la semaine d'après. Ouais. Donc ça, on pourra en reparler si tu veux. Ouais, c'est intéressant. Euh, mais en gros, tu as, des théories, donc c'est ce qu'on appelle le principe du pic et de la fin qui a été élaboré notamment par Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie en 2002, qui a écrit pas mal de bouquins. En gros, la manière dont tu te rappelles un événement, Mhm. donc à quel point il est plaisant ou déplaisant, ça va pas forcément être influencé par la quantité totale ou moyenne du plaisir que tu as ressenti pendant l'événement, mais par le moment le plus plaisant ou le plus déplaisant, ce qu'on appelle le pic, Ouais. et le moment de fin. Ok. Déjà, je te donne un exemple. Tu vas voir un film au cinéma Ouais. et le film est très bien, mais la fin est vraiment nulle. Tu vas te remémorer du film comme étant plutôt moyen, voire mauvais. Par contre, si le film est OK, mais pas incroyable, mais la fin est géniale, tu vas plutôt te remémorer du film comme étant vraiment un très très Hmm. bon film. Tu vois un petit peu cette idée? Ça me parle, Et ouais. du coup, là, on semble un petit peu voir la même chose dans l'activité physique. Et du coup, si tu te remémores d'un événement comme étant plutôt plaisant, tu vas avoir plus de chances de le réitérer. Donc ça, c'est un des gros résultats des études que j'ai fait dans ma thèse. Ce que tu ressens le plaisir que tu ressens pendant une séance d'activité physique, ça va avoir un impact sur la quantité d'activité physique que tu vas faire la semaine d'après. Ouais. Mais d'un point de vue statistique, uniquement le moment de fin. Donc en gros, là, c'était vraiment sur la dernière minute de la séance. Ok. Donc ça, c'était assez intéressant. Ouais. Et du coup, tu parlais un petit peu de choses qui m'ont plutôt Surprise, ouais. je sais plus comment surprise. C'est que derrière, en fait, ce résultat-là, on a voulu le contrôler avec certaines variables qui sont et associées à l'activité physique et associées au plaisir que tu peux ressentir pendant l'activité physique. Donc, par exemple, l'IMC des participants. Ok. On sait que, en gros, généralement, les personnes avec un IMC plutôt élevé, donc là, on parle de personnes, pas forcément de personnes sportives ou de femmes enceintes, ou pas forcément de personnes pour qui l'IMC n'est pas représentatif d'un Ouais. état de poids ou d'obésité. Généralement, si tu as un IMC élevé, c'est souvent associé à une condition physique plus faible et du coup souvent associé avec un déplaisir Ouais. à l'activité physique, même sur des intensités plutôt faibles. Mhm. Et l'IMC est souvent aussi associé à l'activité physique.
Et également, on a voulu rentrer dans les analyses d'une deuxième variable qui est le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, en gros, à quel point je me sens capable de réaliser un comportement. Ok. Et généralement, plus tu te sens capable de réaliser un comportement, plus le comportement en question va te paraître plaisant. Tu vas plutôt ressentir du plaisir quand tu le fais. Hmm. Et plus tu vas te sentir capable de réaliser un comportement, plus tu vas continuer à les réaliser. Donc, on a contrôlé pour ces deux variables. Et une fois on a contrôlé au niveau statistique pour ces deux variables, on voyait que le lien entre le plaisir ressenti pendant la séance et l'activité physique, il était plus significatif. Ok. Donc, ça, pour nous, ce que ça veut dire, de comment on l'interprète, c'est que potentiellement, le plaisir que tu ressens quand tu fais de l'activité physique, quand tu fais de l'exercice, ça va influencer la manière dont tu répètes le comportement, mais peut-être dans des conditions spécifiques. Je m'explique. Euh, Peut-être que ressentir du plaisir pendant une séance de muscu ou une séance de course à pied, Ouais. ça va augmenter tes chances de refaire des séances de muscu ou refaire des séances de course à pied, mais pas nécessairement augmenter tes chances de prendre les escaliers plutôt que l'escalator. Tu Hmm. vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, cette notion de débordement qui était assez claire dans la littérature, une fois qu'on contrôle pour des variables spécifiques comme l'IMC ou sentiment d'efficacité personnelle, on se rend compte que, bah, en tout cas, d'un point de vue statistique, il apparaît plus et que peut-être il y a plus une notion de spécificité que de débordement. Ouais. Ouais, c'est Je sais pas intéressant. si c'est hyper clair. Si, si, c'est clair, parce qu'en plus, justement, le fait que t'aies pas trouvé, d'un point de vue statistique, la notion de débordement, ça vient avec une question que je voulais te poser, qui était en fait que si la notion de débordement, on va dire, est très présente, en tout cas, ce que ça me donnait dans ma tête, c'est ça fait un peu, tu sais, deux catégories de personnes, mais très très distinctes d'un point de vue activité physique, dans le sens où, tu sais, les personnes qui prennent du plaisir durant une séance de sport, à la fin, etc. Et du coup, après, qui continuent, on va dire, de se dépenser sur d'autres activités, au final, vont avoir, là je caricature, mais on va avoir une énorme dépense énergétique. Mais du coup, les personnes qui ne prennent pas de plaisir, en fait, ne vont pas faire vraiment d'activité physique. Et en fait, tu sais, ça va créer un gros gap, une grosse différence entre les deux. Ce qui est assez étonnant, mais peut-être pas au final. Enfin, tu vois, je trouve ça intéressant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas très bien, non. Par exemple, je vais donner avec des pas, parce que les pas, c'est un peu le truc cliché pour que tu aies une idée au niveau des chiffres, mais imagine, tu vois, que quelqu'un fait de la course à pied, et Oui. à la fin de la séance, je sais pas, il a fait 5 bornes, il a 7000 pas, imaginons, il a pris du plaisir, etc. Du coup, il va continuer à bouger, machin, et en moyenne, allez, je dis, il est à 12 000 pas par jour. Et sauf qu'à côté, tu sais, si une personne fait aussi cette course, j'en sais rien, et imaginons, on reparle de l'EPS, tu vois, c'est l'EPS, il doit faire la Mm. course, et sauf que ça lui plaît pas, mais au final, elle a beau être à 7000 pas, vu qu'il y a la notion de débordement, enfin comme tu avais expliqué en théorie, bah, la personne va plus beaucoup bouger par la suite, enfin du moins moins, et au final elle va rester à 7000 pas par jour. Bon là ouais, j'exagère. Et du Et- coup tu sais, ça crée ouais. vraiment cette différence entre deux catégories, plaisant, pas plaisant. Ouais. Bon, en vrai je pense que c'est plus complexe, mais c'était juste cette notion-là. Ouais. Bah, dans l'idée, encore une fois, alors je ne sais pas à quel point la notion de contrôle des analyses statistiques est comprise, mais en gros, dans l'idée, si on prend un univers, un modèle où tu as juste le plaisir et l'activité physique, effectivement, en tout cas sur nos résultats, cet effet de débordement, il semble exister. Ouais. Par contre, si tu rentres d'autres variables, en fait, qui vont donner un aperçu du modèle statistique plus proche de la réalité, Mhm. parce qu'au final, dans la réalité, il y a plein d'autres facteurs, en fait, qui vont venir en compte, qui vont venir en compte les facteurs individuels, psychologiques ou même physiologiques, mais aussi les facteurs environnementaux. Est-ce qu'il pleut? Est-ce que j'ai plein de choses à faire et j'ai une charge cognitive qui est énorme? Donc, quand tu commences à rentrer des variables qui rendent un peu plus compte du monde réel, cet effet de débordement dans notre contexte, il semble ne plus être significatif. Euh, Peut-être qu'il existe et il y a pas mal de, notamment je crois
dans les sciences du climat, notamment sur les comportements plutôt pro-environnementaux. Ok. Cet effet de débordement, il est pas mal utilisé et pas mal étudié. Donc, je pense qu'il y a certains contextes dans lesquels il existe, mais en tout cas, dans ce contexte-là, comme on l'a étudié, peut-être qu'il est un peu surévalué. Hmm. Et que, par contre, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, pas quelqu'un qui va prendre, ça paraît assez bateau hein, de dire ça comme ça, mais c'est souvent, c'est pas forcément mis en avant que ce soit dans le cursus TAPS ou dans les pratiques. Ouais. Ce plaisir-là est hyper important parce que derrière, en tout cas, ça va augmenter les chances que la personne, par exemple, elle revienne à un de tes coachings ou qu'un adhérent dans une asso revienne à la séance d'après. Hmm. Peut-être qu'elle va pas tout de suite faire de l'activité physique, mais en fait, on a vu aussi que par exemple, le sentiment d'efficacité personnelle, l'IMC ou même l'intention d'être actif physiquement, c'était quand même associé à l'activité physique. Donc, la personne elle va prendre du plaisir, elle va revenir plus souvent. Si elle revient plus souvent, elle va augmenter son sentiment d'efficacité personnelle. Donc, en gros, elle va se sentir plus capable de faire des activités physiques. Ouais. Potentiellement, si c'est une personne qui a un IMC plutôt élevé, s'il y a un accompagnement nutritionnel derrière, l'IMC va diminuer, la Ouais. condition physique va s'améliorer et in fine, elle va augmenter sa quantité globale d'activité physique. Donc il y a un peu une espèce de cercle vertueux qui peut se mettre en place aussi au bout d'un an. Ouais, clairement. Non, mais c'est intéressant. Justement, le fait que tu lié un peu les différents points, enfin, entre guillemets, tu sais, ça paraît clair dit comme ça, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à prendre en compte, tu vois, et c'est super intéressant. Enfin, le fait des variables, etc., que tu les aies prises en compte, je trouve ça intéressant pour justement venir, pas forcément contrer, mais du moins venir discuter des points qui ont été faits dans la littérature. Et, euh, et justement, ces résultats-là, comment on va dire, on pourrait utiliser un peu ces connaissances. Enfin, alors, je sais que tu as créé plus de questions que ce que tu as répondu. Après, ça, je pense que c'est pour beaucoup de choses en recherche, à vrai dire. Mais, euh, mais comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces connaissances-là, justement, notamment pour l'expérience. Donc là, on va parler un peu plus des sportifs pour cette question, que ce soit des sportifs débutants ou des sportifs confirmés. Alors, tu as déjà un petit peu donné une idée avec ce que tu viens de décrire, ton exemple avec commencer le sport, améliorer l'IMC, etc. Mais est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire ou pas? Déjà, juste pour revenir un peu sur l'intérêt aussi de développer des affects plutôt positifs pendant des séances. Ouais. Alors, il y a le côté, comme on disait, où c'est plus ma population, le côté un peu adhésion à l'activité physique et du coup santé. Mais Mhm. si on va sur un versant plutôt performance, justement, et plutôt pour les sportifs et sportives qui sont intéressés par ça, il va y avoir aussi des intérêts sur la performance. Parce que déjà, bah, va y avoir une amélioration de l'adhésion au programme d'entraînement. Donc, Ouais. forcément, derrière, une amélioration de tes capacités. Mais aussi, on remarque que dans l'ensemble, euh, développer du plaisir pendant des séances, ça va augmenter ce qu'on va appeler ta motivation intrinsèque à l'activité. Donc en gros, pratiquer un sport, pas pour des récompenses, mais vraiment pour le plaisir du sport. Ouais. Et ça, derrière, alors, c'est expliqué par diverses choses, mais derrière, c'est souvent associé à des meilleures performances sur le long terme, surtout, euh, des meilleures relations entre coéquipiers, coéquipières ou avec l'entraîneur. Ouais. Euh, il y a des études qui montrent qu'il y a quand même une association plutôt positive avec une diminution des risques de blessures. Donc, d'un point de vue, alors, c'est pas directement prendre du plaisir va diminuer le risque de blessure, mais comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est un peu une cascade d'événements qui Ouais. vont faire que. Mais du coup, il y a aussi tout un intérêt pour une population plutôt sportive à des visées de performance. Hmm. Et donc derrière, nous justement, dans un chapitre qu'on a publié en Ouais. 2024, on propose certaines, donc on reprend hein, ce qui est fait dans la littérature, sauf que là c'est un chapitre écrit en français assez condensé et du coup qui propose des stratégies pour maximiser en fait son plaisir pendant une séance d'exercice. Ok. Euh, et du coup, vraiment, on propose des applications pratiques euh, pour, euh, pour les pratiquants, pratiquantes, mais aussi pour les coachs. Donc, en gros, nous, ce qu'on propose, c'est
deux types de stratégies. Des stratégies qu'on va appeler plutôt endogènes à l'activité. Donc ça va être variation de l'intensité, surtout variation de l'intensité en fait de la séance. Donc en gros, généralement, on se rend compte que le plaisir, des plaisirs qu'on ressent pendant une activité physique, en fait, c'est assez corrélé à la perception de l'effort Ok. et assez corrélé au changement physiologique dans le corps. Donc, en gros, souvent, quand tu as une perturbation de l'homéostasie, tu vas avoir une variation de tes réponses affectives. Et en général, si on est vraiment là sur si on part de seuil physiologique, Mhm. je sais pas si ça te parle, premier seuil ventilatoire, deuxième seuil ventilatoire, Ouais, ouais, ou alors ouais, seuil fatigue, voilà. ouais. Souvent, les personnes qui vont pratiquer une activité physique à une intensité plutôt modérée, Ok. donc en dessous du premier seuil ventilatoire, en général, ces personnes-là vont plutôt prendre du plaisir. D'accord. Euh, Quand on est au-dessus du deuxième seuil de ventilatoire, donc vraiment en zone rouge, là, c'est aussi assez homogène. En général, les personnes vont plutôt ressentir du déplaisir. Et entre ces deux seuils ventilatoires, bah, ça dépend. C'est plus hétérogène. Ok. Et ça dépend de quoi? Ça peut dépendre en fait de facteurs individuels. Déjà, par exemple, de la personnalité, Ouais. mais aussi, par exemple, la préférence ou la tolérance à une intensité d'exercice. Ou alors la tendance à plutôt vouloir s'engager dans un effort ou plutôt l'éviter. Et Hmm. ça, c'est des traits qui peuvent un petit peu varier euh, au sein d'un individu, mais aussi entre les individus. Donc en gros, entre deux personnes, euh, une personne n'aura pas forcément la même préférence ou la même tolérance à une intensité d'effort comparativement à une autre. Donc derrière, l'idée, c'est un peu de se dire d'un point de vue pratique, la safe place, c'est de rester sur des intensités modérées. Ouais. Ou alors, par exemple, ce qui est proposé, c'est de guider l'intensité de l'effort, non pas uniquement à travers une échelle de perception de l'effort comme un RPE, mais une échelle de perception de plaisir. Donc en gros, rester dans une intensité d'effort qui vous permet d'être dans un état affectif plutôt positif. Hmm. Donc en gros, tu vas réguler l'intensité, tu vas demander à la personne de réguler son intensité, pas forcément au niveau de la perception de l'effort, mais plutôt perception du plaisir. Ouais. Mais aussi derrière, ça va être prendre en compte les préférences ou la tolérance à certains types d'intensité pour en fait, pour une personne, lui proposer plutôt des séances à une intensité plutôt élevée. Euh, Ouais, ouais, donc justement. derrière, Ouais, je trouve ça ouais, intéressant. Ça, ce que justement j'allais te demander, j'allais te dire, mais et notamment ce que tout à l'heure, tu sais, t'as parlé du fait que en fin de séance, le plaisir ressenti en fin de séance, c'est important. Et je sais que moi, je pense notamment que je suis comme ça, mais moi j'aime beaucoup quand il y a de la forte intensité, pardon. Et tu vois, même si sur le moment t'en baves et tout, bah à la fin, tu sais, il y a vraiment le fait. Personnellement, moi, quand il y a une grosse intensité, je me dis vraiment ah ouais, c'était incroyable, tu vois. VS quand il y a une ouais, plus petite intensité, donc je trouve ça ouais. intéressant. Ouais, carrément, parce que derrière, en fait, tu as toute la notion de challenge, tu Ouais, vois, et de récompense. En gros, est-ce que au niveau de ton profil, donc ça c'est vraiment tout ce qui vient avec, quand tu prends en charge des personnes, tout ce qui vient avec le bilan un petit peu de base de la personne, un petit peu son profil ouais. psychologique. Est-ce que la personne, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à ressentir de la récompense quand il y a du challenge? Mhm. Mais encore une fois, quelle hauteur est ce challenge? Tu vois, Hmm. tu as des personnes. Moi, quand j'ai commencé la course à pied, j'ai fait 9 ans de bodybuilding avant de mettre la course à pied, donc autant te dire que j'aimais Ah vraiment ouais. pas ça. Déjà courir 10 minutes sans avoir mal au genou, j'étais content, quoi. Hmm. Et c'était ça mon challenge, tu vois. Et au fur et à mesure, bah voilà, c'est plutôt, voilà, tu sais que tu peux tenir, je sais pas, 4 heures d'effort, donc ça va être le faire en moins de temps de temps. Et pareil, l'intensité d'exercice, des fois, moi, il y a T'as fait du des jours fractionné il y où, a pas longtemps, justement, non? ouais, j'ai fait du fractionné il y a pas longtemps. Bah justement, c'est ce que j'allais y venir. Il y a certains jours où je sors d'une journée de boulot, j'ai juste envie de me mettre la tête dans le guidon et de faire une sortie. J'ai pas envie de faire une sortie pépère. J'ai envie de faire une sortie vraiment où on envoie. Ouais. Et d'autres jours où je suis rincé et je veux juste aller juste aller un petit peu dehors,
trottiner à une allure de faible intensité et pas forcément prendre la tête. Hmm. Donc ça va aussi dépendre du moment, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais pour résumer, le côté un peu safe, si on est sur plutôt de l'activité, plutôt l'objectif c'est que la personne elle adhère à un programme et elle adhère à une activité physique, c'est de pas aller dans des intensités trop élevées si la personne elle a soit peur de ça, soit qu'elle aime pas trop. Ouais. Et petit à petit, plus tard, y arriver si besoin ou si volonté de la personne. Par contre, si c'est une personne qui te dit non, moi j'aime bien faire de l'intensité, j'ai justement du mal en fait à faire des intensités plus faibles, euh, bah là, justement, ça va être plus facile d'intégrer des séances de fractionné, par contre, par exemple. Par contre, ça va être plus difficile d'intégrer, par exemple, des séances d'endurance fondamentale Ouais. personne. Donc voilà, là, on est encore sur de l'optimisation et de l'individualisation. Mais en gros, une des stratégies, c'est de moduler l'intensité en fonction des préférences et tolérances de la personne. Euh, et ce qui marche bien souvent, si on est vraiment dans un principe d'adhésion au programme, c'est de demander à la personne qu'elle s'autorégule en fonction du plaisir qu'elle est en train de prendre, quoi. Hmm. Donc, un peu comme sur du RPE, tu vois, tu dis à la personne, voilà, là, sur une échelle de 0 à 10, il faut que tu sois sur du RPE, je sais pas, entre 5 et 6. Ouais. Bah là, tu vas lui dire sur une échelle de 0 à 10, où 0 c'est vraiment t'es vraiment pas bien, c'est déplaisir à fond, et 10 c'est plaisir à fond. Bah, sur cette séance, j'aimerais que tu sois plutôt sur du 6-7 par exemple. Hmm. Tu vois. Donc ça, c'est une stratégie pour un peu moduler l'intensité et que la personne, elle ressorte pas de la séance en n'ayant plus jamais envie de la faire, quoi. Ouais. Euh, et ensuite, on a des stratégies qu'on appelle plutôt exogènes. Ok. Là, c'est plutôt intervenir sur l'environnement de pratique. Donc ça, pareil, en général, de mettre de la musique, de pratiquer dans des environnements plutôt à l'extérieur et plutôt en pleine nature, Ouais. de pratiquer en groupe. Ça, c'est vraiment des stratégies qui vont souvent permettre d'optimiser le plaisir. Euh, Encore une fois, la musique, bah, ça va dépendre des préférences individuelles. Hmm. Pareil, tu peux mettre de la musique à certains moments de la séance. Par exemple, dans une étude qu'on a publiée là, en 2025, c'était chez des étudiants à Londres, plutôt étudiants type STAPS. Ok. On essayait de regarder à quel point la musique, ça pouvait améliorer l'expérience psychologique, mais aussi certaines variables physiologiques pendant des sessions de HIIT sur vélo. Hmm. Donc on mettait la musique pendant les 60 secondes à fond et ou pendant les 75 secondes de récup. Ok. Et on essayait de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Euh, En gros, les résultats ils nous ont montré que dans tous les cas, si tu mets de la musique, tu augmentes la motivation Ouais. à continuer la tâche. Par contre, on n'a pas vraiment pu voir si c'était mieux de la mettre uniquement pendant le moment de haute intensité, uniquement pendant la récupération, pendant les deux. Moi, par exemple, si je fais du fractionné, j'aime bien enlever la musique quand je suis sur ma phase de récupération. Hmm. Comme ça me sature pas, tu vois. Donc ça, derrière, c'est de l'individualisation. Le fait d'être en extérieur, pareil, ça va dépendre des préférences de la personne. Le fait d'être en groupe, pareil. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout être en groupe et tu as d'autres personnes qui aiment bien être en groupe parce que ça va te dévier l'attention de ton effort Ouais. sur quelque chose d'externe. Tu vas plus forcément penser à est-ce que je suis essoufflé ou est-ce que ça me fait mal. Et ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle par exemple le soutien des besoins psychologiques. Ok. En gros, ça vient d'une théorie de l'autodétermination, qui est une des plus grosses théories, enfin, une des théories très connues de motivation en psycho du sport. En gros, pour qu'une personne, elle augmente elle améliore son plaisir pendant une activité et du coup sa motivation intrinsèque de faire de l'activité physique, il faut soutenir trois besoins. L'autonomie, donc est-ce que la personne, elle se sent autonome dans sa pratique? Est-ce qu'elle se sent, par exemple, à l'origine du choix des exercices ou du choix de l'itinéraire si c'est pour aller courir? Ouais. De proximité sociale, donc est-ce qu'elle se sent appartenir à un groupe ou à un collectif, à quelque chose? Donc ça peut être soit en physique, soit à travers les réseaux sociaux, Strava ou autre. Hmm. Et le besoin de compétences. Est-ce que la personne se sent compétente? Donc là, tu vois, on parlait tout à l'heure de récompense, de défi.
Ouais. Bah, en gros, quand tu proposes une séance, est-ce que le défi il est suffisamment haut, donc pas trop bas pour si le défi est trop bas, bah, en fait, tu n'as pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. Hmm. Si le défi est trop haut, tu peux ne pas l'accomplir et du coup, ça peut te décourager. Euh, donc voilà, ça fait beaucoup de choses, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, si je veux optimiser ma séance d'un point de vue vraiment affectif, je peux jouer sur l'intensité et je peux jouer sur l'environnement de pratique. L'environnement de pratique, ça va d'un côté servir à soutenir mes besoins psychologiques, Ouais. mais de l'autre, ça va aussi servir à dévier mon attention de l'effort ou alors me motiver, tu vois, avec une musique que j'aime bien, ça va me motiver à me mettre dans l'effort. Hmm. Oh, mais c'est ultra intéressant. En vrai, je comprends pourquoi tu t'es intéressé à ça, genre. Parce qu'en fait, là, quand tu parlais de ça, je sais pas, genre, ça me pensait à plein de choses. Et notamment, ça me fait penser aussi, tu sais, à des questions où je me dis, enfin, c'est sûr il y a des choses là-dessus, mais tu vois, par exemple, tu as parlé au début de la motivation intrinsèque. Oui, c'est ça, c'est intrinsèque. Et tu vois, ça me faisait penser au sport de haut niveau, où en gros, bah, il y a des sportifs, au final, vu que ça devient leur métier, il y en a, tu sais, ils perdent un peu cette notion de plaisir parce qu'il y a en mode c'est mon travail, tu vois. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que, imaginons, on compare un sportif de haut niveau qui a vraiment toujours cette notion de plaisir, même si c'est son métier, vs quelqu'un où c'est juste bah, en mode c'est devenu la routine, il n'y a rien de particulier. Est-ce que tu sais, bah, est-ce qu'on voit la différence de performance? Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et puis l'intensité, il y a le lactate aussi. Je sais pas si tu as des choses là-dessus. Est-ce que c'est la tolérance au lactate, peut-être un petit peu, qui peut indiquer ça? Alors, Je sais pas. bah déjà, juste pour revenir sur ton premier point, c'est marrant parce que c'est souvent une des questions de l'examen terminal en première année de licence TAPS qu'on pose Ah, en ok. psycho. Par exemple, quel peut être l'effet sur la motivation et sur les performances de l'ajout de récompense à la fin d'une séance, à la fin d'une saison de compétition, tu vois, par exemple. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est pas mal étudié. Et effectivement, généralement. S'il y a une récompense et du coup une motivation plutôt extrinsèque, ça peut marcher, mais s'il n'y a plus la récompense, bah, derrière, il peut y avoir des effets délétères Ouais. sur la performance et sur le plaisir. Par rapport au lactate, c'est pas évident déjà parce que j'imagine ta question c'est c'est quoi, est-ce qu'on peut corréler la tolérance ou l'utilisation de Ouais. lactate Parce que tu sais, il y a les seuils de lactate. ouais. Enfin, il y a les deux. Souvent, on dit qu'il y a les deux seuils un petit peu. Mm. Et selon le profil de sportif, tu vois, par exemple dans la course à pied, enfin, c'est souvent ce qu'on peut discuter. Mais tu sais, il y a l'économie de course qui est encore autre chose. Mm. Et après, il y a vraiment l'aspect lactate physiologique. Et en gros, imaginons, on peut avoir deux sportifs qui ont visuellement le même niveau. Mais au final, il y en a un qui a imaginons une très bonne économie de course, mais qui a une faible tolérance au lactate, enfin, du moins plus faible. Et l'autre où c'est l'inverse, tu vois. Et en gros, est-ce Mm. que ça impacte la notion de plaisir, lui qui a une plus faible tolérance? Tu vois, Ouais. après, je pense qu'il n'y a pas une réponse directe, mais c'est intéressant. Ouais, ouais. Alors, encore une fois, alors, sur le lactate, c'est difficile à dire. J'ai pas d'études en tête sur le lactate. Ouais, Par contre, surtout que le lactate, pour avoir discuté un peu avec une chercheuse de Grenoble, ok. elle me disait le lactate est moins fiable en termes de mesure que par exemple les échanges respiratoires, échanges gazeux. Ouais, Donc, par exemple, seuil ventilatoire, mais c'est beaucoup plus contraignant. Par contre, lactate, c'est moins contraignant justement en termes de mesure. Généralement, ce qui est problématique, c'est pas forcément le lactate, c'est plutôt l'accumulation des ions H+, qui hmm, s'accompagnent de l'accumulation à lactate. Et avec l'entraînement, tu vas améliorer ta capacité à, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, recycler, consommer le lactate. ouais, Au même titre qu'avec l'entraînement, tu vas pousser ton premier seuil ventilatoire. Euh, et en gros, tout ça, c'est des adaptations qui vont faire que tu vas pouvoir aller pas des intensités, mais aller à des performances plus élevées pour une perturbation de l'homéostasie moindre. ok, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et du coup, si, euh, si on part du principe que le plaisir est corrélé à une perturbation de l'homéostasie, si tu par exemple augmentes ton premier seuil ventilatoire ou ton premier seuil lactique et ou ton économie de course, bah, du coup tu vas retarder le moment où tu vas avoir une diminution de plaisir. hmm,
Donc en gros, pour une personne très entraînée, elle pourra aller plus haut. Je vais pas parler d'intensité, mais par exemple sur un vélo, elle pourra aller plus haut en termes de watts, de Ouais, production de watts, avant de commencer à ressentir un peu un shift en termes de plaisir-déplaisir qu'une personne lambda, où là, potentiellement, déjà à partir de, je sais pas, 150 watts, elle va déjà commencer à ressentir du déplaisir parce que au niveau physiologique, la perturbation de l'homéostasie arrive plus tôt. hmm, ouais, moi ça me Il y paraît. a avec un collègue de Grenoble, Clément Beau, qui lui est en doctorat aussi à Grenoble. Là, on est en train de mettre en place une étude où on va essayer de regarder comment est-ce que la variation de la glycémie pendant un ultra trail. À Ouais, Grenoble, il y a plein de montagnes, donc il y a plein de trails, et il y a notamment l'UT4M qui est l'ultra trail des 4 massifs. Je crois que c'est quasiment 180 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé. ah ouais. Et en gros, comment est-ce que la variation de la glycémie qu'on mesure avec un capteur, Mhm. ça peut influencer le plaisir pendant la course et du coup derrière, possiblement les risques d'abandon ou alors les risques d'abandon et même le fait de se réinscrire à une course après quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Enfin, je veux dire, le plaisir, c'est tellement multifactoriel, que. Et puis, d'un sens, c'est ça aussi qui complique la tâche, en fait, c'est que c'est difficile de donner une réponse directe parce que tu te dis, il y a toujours plein de choses qui rentrent en compte. Et il y a toujours l'idée, peut-être que t'as. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres choses où on n'est pas encore conscient, tu vois. Enfin, c'est. Non, c'est vraiment intéressant, en tout cas. Et. Et du coup, on a déjà un petit peu répondu à cette question, mais je vais te la reposer au cas où si tu voulais rajouter d'autres points plus précisément. Mais est-ce que tout le monde réagit de la même manière émotionnellement face à l'activité physique, on pourrait dire. On pourrait dire que c'est un petit peu une des petites conclusions. Et ces réactions-là, justement, quels facteurs peuvent influencer euh, ces réactions? Si tu devrais Ouais. lister un. Bah, comme on disait tout à l'heure, justement, non, il y a quand même des variations inter-individuelles. Ouais, Euh, Comme je disais, on peut plus ou moins établir des grandes règles générales. Voilà, souvent à une intensité plutôt faible ou modérée, les personnes vont pas trop faible ou modérée de manière relative, hein, pas absolue. Donc hmm, relative à la personne, les personnes vont pas trop ressentir du déplaisir et plutôt du plaisir. Mais encore une fois, ça du coup, ça va dépendre quand même de facteurs notamment individuels, comme on parlait de la tolérance, préférence à l'intensité d'effort, à la tendance à plutôt approcher ou éviter l'activité physique, ouais, la condition physique de la personne, mais également aux traits de personnalité. Tu as des études qui montrent que les extravertis, comparativement aux introvertis, vont plutôt prendre du plaisir pendant des séances d'activité physique. Mais encore une fois, on essaye un petit peu de démêler ça. Là, on est en plein boom depuis enfin, ces dernières années sur l'intégration de ces variables dans les recherches scientifiques dans le domaine de l'activité physique. Euh, Depuis 2018, même un peu avant ça, mais je dirais depuis les années 2010, c'est de plus en plus mis en avant. hmm, En 2021, il y a un article consensus qui est paru dans Nature en disant que si on commence à intégrer de plus en plus des variables affectives pour comprendre le comportement humain, bah, on arrivera à mieux le comprendre. ouais, Euh, euh, mais il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi faire. Donc nous, on est sur et d'autres équipes sont justement sur des projets de recherche pour essayer de décortiquer quelles sont les différences inter-individuelles, intra-individuelles. Tu vois, par exemple, dernièrement, on a sorti un article d'opinion mhm, en, en proposant que tu as une théorie qui s'appelle la théorie de la minimisation de l'effort en activité physique, qui a été créée par Boris Cheval et Mathieu Boisgontier en 2021. Elle propose que toutes choses étant égales par ailleurs, on a tous et toutes une tendance plutôt innée à minimiser notre effort. En gros, on veut être efficient dans notre effort à n'importe quel moment. ok, Que même en pratiquant un sport, si tu dépenses de l'énergie, il faut que ça en vaille le coup. hmm, Et justement, on a proposé récemment que cette tendance, elle, elle est présente tout au long de la vie.
mais elle va varier en fonction des moments de la vie. Hmm. Donc généralement, les enfants, ils vont avoir toujours cette tendance à minimiser l'effort, mais euh, ils vont quand même avoir cette envie de bouger qu'on va souvent voir, qui est plutôt liée au développement de nouvelles expériences affectives ou au développement de nouvelles euh, habilités motrices, par Ouais. exemple. Et par contre, par exemple, avec l'avancée en âge, cette tendance à minimiser l'effort, elle va potentiellement s'accentuer, Hmm. notamment chez les adultes ou les personnes âgées. Donc derrière, tu as par exemple des fonctions exécutives, donc par exemple le principe d'inhibition ou de contrôle de soi qui vont rentrer en jeu, mais également le plaisir. Ouais. Donc ça pour dire qu'il y a des différences entre les individus, mais potentiellement des différences chez les individus au cours de la vie, sur ce côté prendre du plaisir à l'exercice. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Et je voulais aussi te poser, on en a déjà un petit peu parlé, mais pour revenir dessus, c'est par rapport aux différents types d'activités qu'il y a. Tu vois, là on a parlé un peu aérobie, enfin anaérobie, musculation. Enfin, et encore ça se discute, anaérobie et musculation, mais euh, tu vois, par exemple, si on parle, j'en sais rien, d'un peu un autre type, le yoga, tu vois, souvent qu'on a tendance à lier un peu plus au côté étirement. C'est un peu compliqué des fois le yoga de mettre en mode anaérobie ou aérobie dessus, mais en gros, selon les formes d'activité physique, euh, est-ce que tu pourrais parce que tu en as déjà un petit peu parlé, mais nous redire quelques petits points sur les effets. Est-ce que ça a des effets émotionnels qui sont spécifiques, on pourrait dire? Et parce que là, je pense enfin, sur les réseaux, il y a toujours un peu la recherche d'une solution miracle, tu vois. Et je te pose la question, même si je me doute de la réponse, mais est-ce qu'il y a une activité idéale pour gérer le stress et l'anxiété, notamment, qui sont très présents dans la société? Donc Hmm. voilà, qu'est-ce que... Bah, je vais te faire une réponse de chercheur, mais bah, l'activité idéale, c'est l'activité qui te fait le plus de bien et que tu arrives à faire le plus souvent. Ouais. J'ai pas de, non, blague à part, j'ai pas en tête de papier ou littérature qui semble montrer que, tu as par exemple une méta-analyse qui montrerait que l'activité physique a des effets positifs sur l'anxiété ou la dépression, mais principalement ce type d'activité. Il y en a peut-être, hein, mais je les ai pas en tête. Mhm. De mémoire, vraiment là, c'est mémoire de mes cours de master. On parlait quand même surtout des activités plutôt type aérobie pour ce côté développement d'endorphines. Ouais. Euh, mais encore une fois, si ça te fait chier d'aller courir, euh, bah, en fait, développement d'endorphines ou pas développement d'endorphines, si au bout de 10 mètres, tu as mal au genou, mal au dos, tu commences à suer et tu as mal aux muscles, tu vas passer un mauvais moment, quoi. Hmm. Donc, pour moi, c'est vraiment, il y a potentiellement des formes d'activité physique qui peuvent aider au mieux à gérer le stress. Ouais. Euh, mais encore une fois, ça va être principalement l'activité dans l'environnement qui te fait le plus de bien à l'instant T. Et là, je te prends vraiment, là, c'est vraiment pas issu de la littérature, je te prends vraiment un exemple juste personnel. Ouais. Il y a des jours et des moments après le boulot où j'ai vraiment envie d'aller faire ma séance de course à pied et d'aller dehors. En plus de ça, il y a un beau soleil, etc. Et il y a d'autres jours où, après une journée de boulot, j'ai plutôt envie d'aller à la salle faire ma séance de muscu. Et je sens que c'est plutôt ça qui va me ressourcer, entre guillemets. Hmm. Le yoga, pareil, c'est souvent accompagné d'un côté spirituel, Ouais. en groupe, avec des inspirations. On est souvent dans des intensités plutôt modérées. Ouais. Ça ne veut pas dire que le yoga peut pas être intense d'un point de vue musculaire, mais on n'est quand même pas forcément sur une élévation de la fréquence cardiaque qui est très intense. Donc, on reste sur ce spectre d'intensité en dessous du premier seuil ventilatoire, donc potentiellement favorable pour du plaisir, en fait, Hmm. pour des réponses affectives plutôt positives. Donc, ouais, c'est pas forcément la question plus incroyable, mais en gros,
C'est la séance et l'activité physique qui te donne le plus envie à l'instant T, avec le temps que tu as à disposition. Ouais, Et je dirais peut-être que bah, si tu n'as pas envie, mais tu as quand même envie de te motiver, l'idée ce serait vraiment de se dire, bah, aujourd'hui, je vais me faire une séance, comme on pourrait dire, juste en écoutant mon corps, en écoutant mes sensations et euh, en restant dans une zone qui est plutôt plaisante pour moi, quoi. hmm, ok. Non, mais je suis d'accord. Et question totalement à part, t'es pas obligé d'y répondre, mais juste par curiosité, est-ce que tu t'es mis à la course à pied après avoir fait énormément de bodybuilding? C'est justement pour un aspect un peu. Peut-être tu ressentais moins de plaisir dans côté bodybuilding? Parce que je me dis c'est un peu lié au sujet. Après, t'es pas obligé d'y répondre, mais je trouve ça juste intéressant. Tu sais, un peu le switch, quoi. Bah, à la toute base, je me suis mis à la course à pied parce qu'on m'avait proposé de participer à une mode day. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, ça me dit rien comme Ça, ça. c'est un peu comme les Spartans. Ok. En gros, tu cours et tu cours dans la boue et à des moments, Ah ouais. il y a des obstacles et tu dois passer les obstacles et tu finis. Donc tu payes pour te rouler dans la boue, tu vois. Ouais, 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 ouais. Euh, et en fait, c'était 14 bornes et au début, je me suis dit, bon, je vais y aller comme ça. Et après, je me dis, bah, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller la fleur au fusil, je vais peut-être essayer de courir un peu. Donc j'ai commencé à courir, je me suis fait des parostites. Voilà, comme tout bon débutant. Et bref, après, j'ai appris à courir et justement, j'ai commencé à aimer ça. Et effectivement, c'était un moment où la muscu me saoulait un peu parce que, surtout le côté bodybuilding, Hmm. au bout d'un moment, on parlait d'objectifs et de motivation intrinsèque, mais Ouais. le fait d'avoir des buts, d'avoir un objectif et de pouvoir avoir quand même une progression, ça motive et ça permet de rester motivé. Et le bodybuilding, au bout d'un moment, la progression, elle est plus des masses visible, quoi. Ouais. Ouais. Et puis, selon dans quel environnement, on parlait d'environnement, selon si tu es dans une salle plutôt bruyante, tu vas t'entraîner à 18 heures, les machines sont pleines. Donc, derrière, il y a eu un côté plutôt, bah, on passe sur autre chose. En plus de ça, c'est nouveau, donc la progression se fait assez vite. Hmm. À Grenoble, comme je disais, donc j'ai vécu à Grenoble pendant un petit moment. Tu as des montagnes autour, donc tu as la possibilité de faire du trail. Ouais, Donc ça c'est c'est. sympa ça aussi, ça Ouais. change un peu. Donc ouais, ouais, il y a carrément eu ce côté un peu nouveauté. Hmm. Et des fois, justement, quand on est bloqué dans une activité et qu'il n'y a plus beaucoup de progression, de switcher sur notre activité, tout en conservant l'ancienne, ça peut permettre justement de relancer un peu la motivation avec quelque chose de nouveau et fatalement une progression qui est plus quantifiable et plus rapide, quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que, tu vois, même moi, quand j'étais en bachelor encore, il y a un peu. Enfin, je sais pas si c'est un peu une tendance, si je suis biaisé, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, quand tu arrives à l'université, il y a de plus en plus de gens qui, vu que soi-disant ils ont pas le temps de faire du sport, ils se disent ils vont à la salle, tu vois, parce il y a la notion d'horaire où tu vas, entre guillemets, quand tu veux. Et sauf qu'en fait, c'est toujours intéressant de voir que moi, dans mes proches, parce que moi, je m'y suis inscrit en première année de bachelor, tu vois, et on était plein à s'y être inscrit, l'effet de groupe, tu vois, ouais, vas-y, j'y vais aussi et tout. Et en fait, c'est toujours drôle de voir à la fin de cette année-là, au final, le nombre incroyable de personnes où ils se rendent juste compte que c'est pas fait pour eux, en quelque sorte, tu vois. Ou alors que ça les saoulait. Parce que la musculation, tu vois, moi, j'ai rien contre ça parce que je vais à la salle, mais je trouve que c'est des fois une activité qui est mise en avant beaucoup sur les réseaux notamment. Et du coup, notamment quand tu fais d'autres sports, bon ça c'est encore un autre sujet, mais en mode, tu sais, par exemple, même si tu fais du handball, il y a toujours des gens qui vont te dire, ah mais il faut que tu fasses du renfort spécifique, il faut que tu ailles à la salle à côté, tu vois. Genre t'as l'impression que tu dois faire de la salle dans toutes les situations. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Bon, toi tu continues, mais aussi, mais je trouve ça intéressant quand même que t'aies mis une activité en plus. Enfin, je sais pas, Oui. je trouve ça intéressant. Bah, après, comme tu dis, c'est une autre discussion, un autre débat. Mais le milieu de la muscu, ça peut être un milieu un peu compliqué aussi parce que des fois, on te donne. Peut-être dans les autres sports, c'est pareil, hein, j'ai l'impression moins, mais on te donne l'impression que si tu fais pas tout à 100%, tu n'auras pas de résultat. Ouais, ouais, ouais. Alors que c'est juste, tu auras des meilleurs résultats, mais dans tous les cas, tu auras des résultats. Et du coup, il y a un côté un peu,
un petit peu peut-être pression externe, justement, tu vois, on parlait de motivation intrinsèque, extrinsèque, Ouais, euh, où tu te dis, ah, putain, si je vais à la muscu et que j'ai même pas au moins 40 cm tour de bras, qu'est-ce que vont dire les autres? ouais, c'est Et ça, c'est ça. du coup, ou alors, mince, mais je comprends pas, j'ai pas le six-pack. Donc tu peux avoir un côté un peu plus motivation extrinsèque, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Ouais, Et du coup, bah, fatalement, sur le long terme, ta motivation, elle peut un peu diminuer. Tu vois, moi, tu disais que je continuais à en faire. Et bah, c'est principalement parce que c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude, c'est devenu dans mon rythme de vie, donc c'est beaucoup plus facile à engager. hmm, Mais c'est pas pour autant que je m'éclate forcément à chaque séance, quoi. Et ouais, que je prends du plaisir à chaque séance et que je trouve ça trop cool d'être enfermé dans une salle, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais, puis après, il y a. Enfin, c'est. Tu vois, et justement, la question d'après, moi, je pense pas qu'on va y revenir parce que tu y as très bien répondu, mais c'était plus lié à l'environnement, tu vois. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir, bah, entre guillemets, chaque sport, mais dans un certain cadre, généralement, qui peut être totalement différent. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans le même sport, tu peux être dans des cadres complètement différents. Et notamment la salle, selon dans quelle salle tu vas. Moi, je me rappelle quand j'étais à Basic Fit. Bon, voilà quoi. Après, là, maintenant, je suis en Suède, tu vois, je suis dans une salle privée un peu. Et le gérant est ultra sympa. Bon, après, là-bas, il y a aussi la question des habitants. Ils ont une autre mentalité, c'est un peu différent. Mais t'as pas les salles où, tu sais, tout le monde se regarde et essaye de montrer qui a le plus de perf. Genre, eux, ils en ont rien à faire, tu vois. Et je trouve ça agréable. Enfin, parce que je suis retourné, pour l'anecdote, il y a 2 semaines, bah, je suis rentré en France pour les vacances et il y a un pote, en gros, il est à Fitness Park. Du coup, je suis allé à Fitness Park là où j'y allais il y a 2 ans. Et en fait, tu sais, tu vois un peu le contraste bah, des personnes et je trouve ça vraiment intéressant de voir en fait que l'environnement il t'impacte vraiment dans le sens où là mon pote était là mais si j'étais tout seul je pense que j'aurais pas autant kiffé parce que tu sais tu vois les gens à côté, je dirais pas qu'ils te regardent mal mais je pense que tu vois ce que je veux dire, enfin Mm. c'est toujours spécifique à l'environnement, ouais Ouais. c'est intéressant. Clairement, et après, tu as des personnes qui peuvent vraiment aimer ça. Moi, j'ai justement ce côté où, quand j'étais à Grenoble, j'étais dans une salle vraiment géniale qui s'appelle Barbell Union. Et c'est une salle principalement à la base de power. Tu as des personnes qui s'entraînent là, tu as des champions, championnes de France et monde dans leur catégorie. Ouais. Mais maintenant, t'as aussi des personnes qui font du CrossFit. Enfin, tu as un côté un peu performance. Mais comme tout le monde est très bon, et s'entraînent pour eux, ils s'en foutent un petit peu de tes perfs à toi. Et du coup, tu as le côté un peu grande famille qui est assez sympa. Du Hmm. coup, j'ai déménagé de Grenoble pour venir m'installer à Lille. Fatalement, je suis retombé dans une salle plutôt commerciale. Ouais. Et c'est un peu la douche froide, quoi. Parce que je me suis déshabitué de ça, parce que voilà, c'est une ambiance qui, moi, me parle un peu moins. Hmm. Et du coup, c'est vrai que l'environnement de pratique, en tout cas, il est plus aussi plaisant et je sens que ça joue sur le fait de prendre du plaisir quand je vais faire mes séances de muscu, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, parce que là, en plus, tu parles. Enfin, tu vois, moi, la salle où je suis, c'est vraiment une salle de power dans le sens où, tu vois, un week-end sur trois, des choses comme ça, il y a vraiment genre des compétitions qui se passent dedans. Tu vois, vraiment, il y a un tiers de la salle qui est à moitié coupé avec plein de chaises, les gens qui viennent, vraiment compète. Mais Ouais. bon, après, moi, c'est parce que je parle pas suédois ou, tu sais, du coup, je communique pas vraiment avec les gens, tu vois, dans le sens, je leur parle anglais, ils savent très bien, mais c'est un peu différent. Mais tu sens vraiment qu'il y en a, ils se connaissent. Bon, après, dans les salles commerciales aussi, mais ouais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je comprends en tout cas ton point de vue. Mais je trouve ça intéressant d'en parler, parce que c'est quelque chose qu'on parle pas assez. Parce que tu sais, sur les réseaux, des fois, on dit oui, faites du sport, pas d'excuses, machin, machin. Mais on va dire, selon les disponibilités des endroits pour faire le sport en tant que tel à côté de chez toi, bah, parfois c'est compliqué, tu vois. Bah, et encore, tout dépend. C'est c'est vrai que des fois, sur les réseaux, il peut y avoir une vision très no pay, no gain et très fermée. Et encore une fois, si tu fais pas tout parfait, c'est pas bien. Tout dépend encore une fois de ton objectif. Si Ouais, ton objectif c'est la performance, et encore une fois, tout dépend de à quel niveau tu veux amener ta performance, ouais, c'est ça. effectivement, il faut s'entraîner régulièrement.
Mhm. Ça, c'est clair. Et il y a un peu plus un côté aller dans des intensités pas forcément plaisantes, faire des exercices qui sont pas agréables, mais parce qu'on est vraiment sur une question de performance, voire performance de haut niveau. Si ton objectif, c'est d'être actif ou active et d'en faire régulièrement, bah, en fait, fais ce que tu veux, quoi. Ouais. Et si tu as envie, moi, il y a enfin, par rapport à comme je m'entraînais avant en muscu, les choix de mes exercices sont clairement pas optimaux d'un point de vue hypertrophie parce que ça manque de stabilité ou alors ça cible pas forcément le bon faisceau musculaire. Mais je m'en fous parce que mon objectif, c'est juste de rester motivé pour aller quand même régulièrement à la salle, quoi. Mhm. Donc, des fois, il y a un discours un peu culpabilisant sur les réseaux euh, qui peut avoir un effet négatif en donnant l'impression aux personnes que si elles font pas tout à 100%, en gros, vaut mieux pas le faire que le faire qu'à 50%. Alors que fondamentalement, vaut mieux même le faire à 30% que zéro. Ouais, c'est ça. C'est la fameuse notion de pas voir la vie en blanc ou en noir, mais en gris, tu vois. Voilà. Et tu vois, si on parle vraiment par exemple, de recommandations de santé, la recommandation de l'OMS, c'est chaque mouvement compte. Ouais. Et pour des personnes qui sont déjà très sédentaires, euh, même 1000 pas par jour, ça va être largement plus bénéfique que de rien faire. Et du coup, si elles se disent, bah, c'est 10 000 pas ou rien, bah, ça risque d'être rien, quoi. Ouais, non, non, mais c'est carrément. Enfin, c'est un sujet, je pense, pour rappeler, mais c'est vrai que c'est compliqué, je pense, avec le format court et tout sur les réseaux. Enfin, il y a plein de choses, mais où les gens essayent de résumer, tu sais. Et du coup, ils disent des choses qui peuvent paraître très culpabilisantes. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Et la dernière question, un petit peu, que je voulais te poser aussi, avant qu'on arrive plutôt à une conclusion, c'était comment justement toutes ces recherches-là, bah, notamment que tu avais fait, mais aussi que les études que tu as lues, enfin la littérature de manière globale, peut transformer la manière dont on aborde l'activité physique. Donc toi, c'est plutôt le domaine de la thérapie, enfin du moins tu as été avec des personnes bah, qui ont des maladies, donc il y a ce domaine-là, mais aussi dans les écoles, on en parlait un peu, le PS et tout, et aussi dans les entreprises. Est-ce que voilà, tu as des pistes un peu, comment ça peut impacter ces choses-là? Ouais. Bah, les recherches qu'on fait, ça peut paraître très bateau, hein. Tu vas te dire, ouais, faut prendre du plaisir. Bah, super, tu as fait un doctorat pour trouver ça. Mais force est de constater qu'en tout cas, dans les politiques de promotion de l'activité physique, c'est très très peu mis en avant. Dans Hmm, un papier opinion qu'on a sorti en 2024, on s'est amusé un peu à regarder dans les recommandations de l'OMS ou même, je crois que c'est dans la HAS, la Haute Autorité de Santé en France, sur les ouais. recommandations d'activité physique. Je crois que sur les deux documents qui font plus de 400 pages, tu as deux fois la notion de plaisir. Hmm, Et du coup, l'idée, c'est de dire, dans mon contexte, donc, qui est activité physique à des fins de santé principalement, ouais. il faut que les personnes soient au courant que l'activité physique, c'est bon pour la santé, mais c'est pas forcément ce qu'il faut mettre en avant principalement comme motivation, comme moteur en fait de leur motivation. Et l'idée, c'est de dire, l'activité physique, ça peut être plaisant, ça peut être un comportement qui est agréable et qu'on a envie de faire, et pas uniquement qu'on doit faire. Ouais. Donc ça, ça en fait, comme tu dis, ça vient dès l'enfance. Chez les enfants et chez les ados, l'idée c'est vraiment de créer cette envie de bouger. Et il y a de plus en plus de recherches qui se font en France. Là récemment, j'ai un collègue de mon labo qui a soutenu sa thèse justement sur certains styles d'encadrement en EPS et comment on peut améliorer la motivation chez les enfants en EPS. Hmm. Là, pareil, il y a un projet pour viser à faire bouger un peu plus les jeunes, un projet européen qui démarre cette semaine. Ouais, c'est bien ça. Donc l'idée, c'est chez les enfants, chez les ados, créer cette envie de bouger, que Hmm. ce soit associé à quelque chose de plaisant et pas juste de contraignant comme des devoirs qu'on doit faire. Ouais. Et pour les adultes ou pour les personnes atteintes de maladies chroniques, c'est pareil. On dit souvent que l'activité physique, c'est un médicament, ce qui n'est pas faux, et j'entends le narratif derrière, mais ça veut aussi dire, un médicament, souvent, c'est quelque chose qu'on prend, et une fois que ça va, on arrête. C'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable, c'est quelque chose qu'on est obligé de prendre. Ouais.
Et du coup, l'idée, c'est de mettre un peu en avant ce côté plaisant pour euh, passer de je dois le faire à j'ai envie de le faire. Hmm. Ça paraît tout bête, hein, mais encore une fois, dans les politiques de promotion de l'activité physique, c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant. Ouais. Euh, et en plus de ça, en fait, ça derrière, ça facilite la prise de décision, ça facilite un peu tout ce manque de motivation de se dire ah, j'ai pas envie. Tu vois, tu vois souvent un peu par exemple, la phrase c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Ah ouais, ouais. Si t'es discipliné, voilà. Ouais, mais en fait, si tu prends du plaisir, ça va se transformer en habitude. Et si tu as des habitudes, bah, en fait, ça va largement faciliter le fait d'aller faire une séance. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois, enfin, moi, ça m'arrive où je me dis, ah, là, j'ai vraiment la flemme. Et en me disant, j'ai la flemme, je suis en train de faire mon sac pour aller à la salle, par exemple. Ouais, ouais, bah moi Euh, souvent, alors pour tu y vois, moi aller. j'y vais à pied à la salle. Et moi, des fois, enfin, ça m'arrive. Après, ça dépend des périodes aussi. Tu vois, il y a des périodes, t'as moins envie globalement. Mais je pense, ouais, c'était avant les vacances de Noël, parce que je m'entraînais très intensément avant. Parce que je savais que j'allais faire une coupure à Noël en France. Et ouais, il y avait des séances. En fait, j'étais sur le chemin, clairement. Et je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai la flemme de m'entraîner. Et après, tu sais, il suffit que tu fasses 5 minutes. Et une fois que t'es dedans, tu vois. Mais ouais, c'est drôle. Il y a ce côté d'automaticité, en fait. Et oui, la discipline, c'est bien, c'est top. Mais en gros, le fait de prendre du plaisir et d'avoir envie, ça augmente les chances de rendre ce comportement plutôt automatique Hmm. et de le réaliser sans même y penser, ou alors que ça te demande moins de ressources pour faire ça. Donc, en gros, là le discours, c'est un peu de dire, bon, on sait tous plus ou moins qu'il faut prendre du plaisir et que c'est important, mais là, l'idée, c'est de dire bah, pourquoi c'est important. Ouais. Ce que derrière, en fait, ça peut en gros te faciliter la vie si tu as envie de te mettre à l'activité physique ou alors de faire plus de sport ou alors de vraiment kiffer tes entraînements et améliorer ta performance sur le long terme. Mhm. Et comment on peut y arriver? Bah, en gérant un peu l'environnement de pratique, en gérant l'intensité, en fonction des objectifs. Est-ce qu'on est sur de la performance, performance de haut niveau? Est-ce qu'on est juste sur je veux bouger? Ouais. Euh, et du coup, de déculpabiliser un petit peu pour voir vraiment le côté un peu plaisir instantané, mais qui va se répercuter aussi sur le long terme et qui va nous faciliter la vie euh, par la suite. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Non, mais. Bah après, je pense aussi là où il y a le plus de travail, tu vois, là, t'as parlé un peu d'EPS au niveau des écoles et je trouve ça super important parce que notamment au niveau des écoles, enfin, on le sait très bien, genre l'enfance, c'est là où tu développes beaucoup de croyances et tout, tu vois, l'éducation. Donc ça, c'est super important. Mais c'est vrai qu'au niveau des entreprises, tu vois, moi, je sais qu'il y a certaines entreprises en Suède où, où en mode, en fait, ils leur donnent un temps sur leur temps de travail de la journée pour faire une séance de sport comme ils veulent, tu vois. Genre un peu, tu sais, des choses comme ça, je trouve ça intéressant. Bon, après, il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que dans certaines situations, c'est pas bien? Parce qu'après, peut-être qu'il y en a, ils le font, mais en mode, t'as pas trop le choix de faire. Tu sais, tu peux pas faire tout le sport que tu veux, enfin, je sais pas. Mais je trouve ça intéressant. Comme pour les entreprises, alors c'est pas mon domaine d'expertise, mais dans le labo où j'étais à Grenoble, il y avait deux experts quand même sur le sujet, Sandrine Isoargoter et Clément Ginoux, qui Ouais. bossent notamment sur, en gros, à quel point faire de l'activité physique, ça peut diminuer les risques de burn-out en Hmm. entreprise. Donc, bah, du coup, ça les diminue. Mais effectivement, c'est derrière comment tu implémentes ce que tu disais, le fait de faire de l'activité physique en entreprise. Déjà, effectivement, si tu rajoutes ça en plus du temps de travail, ça va pas forcément marcher parce que tu rajoutes de la contrainte sur les employés. Ouais. Mais, euh, mais derrière, est-ce que forcément de rendre ça accessible, ça marche? Je sais pas. Tu vois, j'étais allé faire des récoltes de données dans une entreprise où ils payaient des cours entre midi et deux d'activité physique pour leurs employés. Et je crois qu'il y avait genre deux personnes qui allaient sur toute l'entreprise et même pas à chaque fois. Hmm. Alors que c'était, mais parce que bah, c'est sur la pause de midi, potentiellement un peu la flemme aujourd'hui. Ouais. Donc encore une fois, voilà, on sait que dans les entreprises, c'est important, c'est intéressant, ça diminue les risques de burn-out, le bien-être en entreprise. Mais
toute la question, encore une fois, c'est comment on fait pour l'adhésion au court, moyen, long terme, quoi. Ouais, ok. Et bah écoute, je sais pas si t'avais avant. Alors j'avais envie de te poser une dernière question, mais c'est conclusion. Mais du coup, un peu moins. Parce que là, tu vas juste, je pense. Enfin, on en a déjà parlé, etc. Mais j'ai envie d'un peu de compliquer la chose. C'est pas forcément parce que de base, je voulais te demander un conseil simple à quelqu'un qui souhaite améliorer son bien-être grâce au sport, etc. Donc plutôt émotionnel. Mais moi, j'ai plutôt envie, je sais pas si t'as une phrase en tête, mais du moins, si t'avais à dire une seule phrase, euh, un peu sous forme de conseil du coup, mais une seule phrase à une personne pour justement son bien-être émotionnel avec le sport, ça serait quoi? Une phrase, tu sais, un peu catchy. Enfin, je sais pas si t'en as une en tête, c'était au cas où. Ouais, 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 bah, une phrase comme ça, un petit peu, on va en faire un slogan. Là, c'est vrai que c'est des phrases qui peuvent paraître un peu bateau, mais en gros, l'idée, c'est de concevoir l'activité physique pas uniquement comme une chose qu'on doit faire, mais une chose qu'on a envie de faire. Hmm, Voilà. c'est une bonne phrase, clairement. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et en tout cas, ouais, enfin, genre juste en discutant, etc., je comprends pourquoi t'as voulu faire une thèse dessus, genre. Parce que je sais, parce que tu vois, moi, juste aussi, la question de thèse, euh, tu as choisi le sujet ou c'est un sujet qu'on t'a proposé et tu l'as choisi? Ouais, moi j'ai carrément choisi le sujet et co-créé le sujet avec mes directeurs de thèse. Ok, J'avais pas du tout envie de m'engager dans une thèse sur un sujet qui me passionnait pas. ouais, ouais. Donc, il y en a qui le font et pour qui ça match très bien. Moi, je m'étais dit, j'ai pas envie de bosser 3 ans sur quelque chose qui m'intéresse pas. Et au final, moi qui étais vraiment dans l'intervention à la base, là, c'était vraiment cool parce que, en fait, au final, j'ai pu essayer de tester les interventions ou les méthodes de mesure que j'aurais eu envie d'appliquer sur le terrain. Ah, ok. Ouais, c'est bien. Donc derrière, Bénéf. ça te permet enfin, c'est sympa, quoi. Ouais, clairement. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, moi, tu vois, par exemple, je connais des personnes en fait où ils avaient des sujets et ils ont choisi ça, tu vois. Et en fait, du coup, Mm. j'étais en train de me dire, mais moi, si je dois faire ça, à moins si je tombe par miracle sur le sujet, tu sais, un peu le sujet que je me disais dans ma tête, bah, moi, tu sais, je suis un peu du genre. Alors, j'ai pas envie de dire ça non plus, mais je suis un peu du genre un peu flemmard en cours. Dans le sens où si c'est pas quelque chose où c'est moi qui le crée de base et après je suis à fond dessus, j'ai du mal à. Tu sais, je me vois pas comme toi, tu t'as dit 3 ans dessus, tu vois. Et du coup, je trouve ça intéressant, bah, le fait que tu peux choisir vraiment ton sujet. Après, ça dépend peut-être aussi dans quelle université t'es, etc. Mais. T'as différents, enfin, ça encore une fois, c'est une conversation. Et puis là, avec le réseau jeunes chercheurs de l'ACAPS, qui est l'association des chercheurs, chercheuses en activité physique et sportive, on est en train de créer un guide justement de l'insertion professionnelle chez les jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, notamment en collaboration avec l'ANESTAPS. Je ne sais pas si ça te parle, c'est l'association nationale en STAPS en Ok. France. Et justement, on expose un peu les différents moyens d'obtenir un financement pour une thèse et de choisir un sujet de thèse. Et en fait, bah, tu as le fait de, comme tu disais, il y a plusieurs propositions de thèse parce qu'il y a eu des financements sur tel ou tel projet et du coup, Mhm. tu candidates, un peu comme si tu candidatais à un poste. Ouais. Tu peux créer ton sujet de thèse avec tes encadrants ou de toi-même et ensuite faire une demande et c'est un concours pour avoir une bourse doctorale. Donc en gros, c'est l'État qui te paye. Moi, c'est ce que j'ai eu. Et tu peux aussi faire ce qu'on appelle une thèse CIFRE où en fait, tu travailles avec une entreprise sur un sujet de thèse. Moi, j'ai un collègue qui avait fait ça avec l'entreprise Kiplin qui est basée à Nantes. C'est une start-up pour développer des outils digitaux pour améliorer la prise en charge en activité physique de personnes dans des structures hospitalières. Mhm. Et donc ça, pareil, tu peux co-créer ou alors co-créer ça avec l'entreprise. Souvent, c'est assez intéressant en plus pour les entreprises parce elles ont des avantages, notamment, crédit impôt recherche. Donc en gros, elles payent que la moitié de ton salaire, je crois. Ok. Donc ça, c'est assez sympa.
Et après, tu peux, mais ça, c'est clairement pas forcément encouragé, même si j'en connais qui ont fait ça, être salarié et faire ta thèse. Ouais. C'est assez dur parce que du coup, tu fais deux boulots en même temps. Donc là, tu vas plutôt être sur des durées de 4 5 ans. Ça prend beaucoup de ressources, mais c'est aussi possible. Et du coup, tu bosses vraiment sur ton projet, quoi. Ok. Mais du coup, non, il y a plusieurs moyens d'accéder à une thèse. Mais l'idée, c'est de se dire, moi, c'était vraiment ça. C'était, bah, ça m'intéresse à développer. Et je sens qu'avec une thèse, bah, en fait, je vais pouvoir prendre le temps de le développer. Et là, Hmm. ce qui est assez cool, c'est que du coup, bah, derrière, je collabore aussi avec des professionnels de la santé, avec des professionnels en activité physique adaptée, pour développer un peu des programmes qui sont aussi adaptés à leur structure. Et, euh, et du coup, tu peux toujours quand même garder un pied sur le terrain, quoi. Ouais, mais ça c'est cool. Et d'ailleurs, pour terminer avec les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y aurait des endroits pour te retrouver? Je sais Euh, pas, même les ouais. recherches, je sais pas trop comment ça se passe, celles que tu as publiées, si des personnes sont intéressées, je sais pas si c'est disponible ou pas. Enfin, globalement. Ouais, ouais, ouais. Au niveau recherche ou autre, je suis pas mal dispo sur LinkedIn. Ok. Donc là, Yann Tester. On pourra mettre les liens si tu Ouais, je mettrai veux. les liens, de toute façon, t'inquiète Euh, pas. Ouais. sur Instagram un peu aussi. Blue Sky aussi, qui est l'alternative à X. Et il y a un peu l'équivalent Facebook pour les chercheurs, c'est ResearchGate. Donc là, Ouais. en gros, c'est toutes les publications. Ok. Donc principalement là-dessus, mais je dirais pour le tout venant, la toute venante qui a envie juste de s'informer un petit peu sur certaines choses, je dirais surtout LinkedIn quoi, et ou ResearchGate. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, je mettrai les liens, comme ça au moins les personnes Ouais, pourront te retrouver. Bon, en tout cas, merci encore, Layan, pour ton temps. Et, merci euh, à toi. et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.